depuis la découverte de trésors immenses jusqu'aux fossiles de dinosaures. Voici 15 découvertes accidentelles qui ont réellement changé le monde. Numéro 15. L'inhumation du navire de Setonneau. As-tu déjà rêvé de découvrir un trésor enterré dans ton propre jardin? Imagine l'excitation et la surprise de trouver quelque chose de précieux et d'ancien juste sous tes pieds. Eh bien, pour certains chanceux, ce rêve est devenu réalité. En 1939, dans le Suffolk, en Angleterre, Madame Edith Pretty et l'archéologue Basil Brown ont découvert un précieux trésor archéologique sur le domaine d'Edith Pretty. Plonge dans ce monde passionnant de l'archéologie et découvre les secrets enfouis dans des endroits inattendus. Lors de fouilles de routine sur sa propriété, une découverte archéologique d'une grande importance a été faite. On a découvert un bateau enterré de 90 mètres de long datant du début du 7e siècle après Jésus-Christ, appartenant à l'ère anglo-saxonne. À l'intérieur de cette embarcation, qui était dans un état de décomposition avancée, on a trouvé des trésors enfouis ayant appartenu à un ancien roi. Cette découverte archéologique est vraiment stupéfiante et nous permet de jeter un regard sur le passé et d'en apprendre davantage sur l'histoire et la culture de cette époque. Les artefacts de Sutton comprenaient des ornements complexes en or et grenat, des plats en argent et des armes cérémonielles. Ce magnifique ensemble funéraire marquait le lieu de repos final d'un membre de l'élite de la noblesse d'Anglie orientale, possiblement le roi Eardewald. Un objet impressionnant était un casque décoratif recouvert de panneaux de bronze étamé, orné de l'iconographie d'un dragon dressé. Sutton, qui apporte des informations inestimables sur la transition des traditions païennes vers les traditions chrétiennes. Dans l'Angleterre du Haut Moyen-Âge, l'inhumation dans le bateau reflète des pratiques funéraires païennes plus anciennes, tandis que le dirigeant enterré était probablement chrétien ou du moins récemment exposé à la religion. Avant de poursuivre cette vidéo, appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Numéro 14. Naod de Saddle-Ridge. En février 2013, un couple ordinaire de Californie s'est soudainement retrouvé à vivre le rêve de tout amateur de chasse au trésor. Alors qu'ils promenaient leur chien sur leur propriété rurale un matin, ils ont remarqué que leur chien était étrangement fixé sur quelque chose dans le sol. En allant voir de plus près, ils ont déterré plusieurs boîtes rouillées remplies à ras-bord de vieilles pièces d'or. Soudain, leur simple promenade s'est transformée en une découverte surprenante. Le couple a rapidement ramené les boîtes à la maison pour examiner leur contenu étincelant. À l'intérieur, ils ont trouvé des pièces d'or rares et en parfait état datant du milieu et de la fin du XVIIIe siècle. Lorsque la découverte a été rendue publique, des experts ont été appelés pour évaluer la valeur de ce qui a été appelé le trésor de Saddle-Ridge. Ils ont déterminé qu'il s'agissait de plus de 1400 pièces d'or, pour une valeur estimée à 10 millions de dollars. Cela faisait du trésor de Saddle-Ridge l'un des trésors de métaux précieux perdus les plus précieux jamais découverts en Amérique du Nord. Parmi les pièces de la collection se trouvaient des doubles aigles de 20 dollars ainsi que des pièces d'or de 5 et 10 dollars. Cela aurait représenté une petite fortune au XIXe siècle. Les spécialistes pensent que les pièces pourraient avoir été enterrées à l'origine comme une partie du butin d'un voleur, les économies de toute une vie d'un mineur ou les réserves d'un riche homme d'affaires. Quoi qu'il en soit, le trésor de pièces offre un aperçu extraordinaire de l'apogée de la ruée vers l'or en Californie, il y a plus de 150 ans. Qui aurait pu penser qu'une simple promenade avec le chien finirait par une perte tenant une fortune entre ses mains? Mais l'attrait enivrant des trésors cachés peut surgir dans les endroits les plus inattendus. Numéro 13. La quinine, un miracle contre la malaria. Au début du XVIe siècle, un homme fiévreux, atteint de malaria, titubait à travers les forêts andines d'Amérique du Sud. L'infection parasitaire était difficile à supporter et, désespéré de soif, il a bu l'eau d'une flaque située au pied d'un arbre de quinquina. Tout expert en survie déconseille de boire de l'eau stagnante dans la jungle, car elle regorge de pathogènes dangereux. Bien qu'un homme ait goûté à l'écorce amère de la flaque, la malaria a régressé et il a pu rentrer chez lui. L'écorce de l'arbre de quinquina contient de la quinine, un composé antipaludique que l'on trouve dans les forêts andines d'Amérique du Sud. Les missionnaires jésuites ont découvert ce traitement dans les années 1640 grâce aux habitants locaux. Bientôt, la quinine en poudre a été considérée comme un remède miracle. Dans toute l'Europe,
La demande a explosé lorsque les effets miraculeux de la quinine sont devenus connus, touchant aussi bien des membres de la royauté comme le roi Louis XV de France et Charles II d'Angleterre, que d'innombrables soldats et colons souffrant du paludisme en Afrique, en Asie et en Amérique. Bien que la quinine ait permis de sauver la vie de centaines de milliers d'Européens, sa découverte a également rendu possible la colonisation des terres touchées par le paludisme en Amérique latine et en Asie. Pour aggraver la situation des peuples autochtones, cela a également conduit à la dévastation des arbres de quinquina, qui constituaient leur médecine ancestrale. Au XVIIIe siècle, 5 explorateurs ont recensé 25 000 arbres de quinquina dans les Andes équatoriennes, mais aujourd'hui, il n'en reste plus que 29. Bien que la quinine ait été un médicament antipaludique salvateur, sa découverte a eu un coût considérable pour les communautés andines qui dépendaient de cette écorce sacrée. Numéro 12, le tombeau de Talquio. En 1980, un groupe d'ouvriers travaillant sur un chantier à Talpioé, à Jérusalem, a fait une découverte surprenante. Une tombe a été découverte accidentellement, et elle intrigue encore beaucoup de gens. Certains pensent même qu'il pourrait s'agir du tombeau familial de Jésus-Christ. Ce tombeau, vieux d'environ 2000 ans, contenait 10 ossuaires portant des inscriptions en araméen et des noms liés au Nouveau Testament, tels que Jésus, fils de Joseph, Marie et Judas, fils de Jésus. Cette découverte a suscité un grand débat et a éveillé l'intérêt des chercheurs et des croyants, qui cherchent à découvrir la vérité derrière ce tombeau mystérieux et son éventuel lien avec la figure de Jésus-Christ et sa famille. L'analyse statistique révèle que les probabilités que ces noms spécifiques coïncident par hasard sont étonnamment faibles. Cependant, des problèmes se posent concernant des analyses ADN incomplètes, des incertitudes sur le nom de Marie-Madeleine, des ossuaires disparus et des débats sur la question de savoir si Jésus aurait eu une boîte à ossements. De plus, le tombeau se trouve à plusieurs kilomètres de la supposée ville natale de Jésus. Alors que de nombreux chercheurs rejettent l'idée que le tombeau est un quelconque lien avec Jésus de Nazareth, d'autres estiment que les preuves intrigantes justifient une exploration plus approfondie. Cela a suscité un débat intense au sein de la communauté académique. S'agit-il du tombeau familial perdu du fondateur du christianisme ou simplement d'une étrange coïncidence? Bien qu'il soit peu probable que nous le sachions un jour avec certitude, la découverte du tombeau de Talpio continue de susciter un grand intérêt chez ceux qui s'intéressent au mystère de l'histoire du christianisme primitif. Cette découverte a éveillé la curiosité des experts et des passionnés qui enquêtent et analysent chaque détail à la recherche de réponses. Numéro 11, la Vénus de Milo. En 1820, sur la lumineuse île grecque de Milos, un agriculteur s'attendait à une journée de travail ordinaire dans ses champs, mais il était loin d'imaginer que sa charrue allait déterrer l'une des sculptures les plus emblématiques de l'histoire, la célèbre Vénus de Milo. Lorsque le fermier stupéfait creusa dans la terre, il fit apparaître une imposante fan de marbre de plus de 2 mètres de haut. Bien qu'elle fût couverte de saleté, un simple coup d'œil révélait un travail d'artisanat antique remarquable. La Vénus de Milo représente une déesse au sourire énigmatique, enveloppée dans un manteau qui épouse sensuellement son corps. Privée de bras qui permettraient de l'identifier clairement, les experts pensent qu'elle représente Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour dans la Grèce antique. De sa tenue exquise à son visage subtilement souriant, chaque détail témoigne d'une incroyable maîtrise technique. Les archéologues datent la Vénus de Milo entre 130 et 100 avant Jésus-Christ. Elle a été créée par un sculpteur inconnu sur l'île où elle a été découverte. Après être restée brièvement à Milos, la Vénus fut offerte au roi de France, Louis XV, et intégra la collection du musée du Louvre en 1821. La Vénus de Milo, l'une des rares œuvres majeures de la sculpture grecque antique à avoir été préservée, devint immédiatement une sensation auprès du public. La Vénus de Milo continue d'attirer des foules d'admirateurs en tant qu'incarnation de la beauté classique et des idéaux esthétiques. Son visage gracieux a inspiré des artistes et des auteurs comme Cummings, dont le poème La Salue non sans évoquer ses bras condamnés. Tout cela grâce au regard fortuit d'un paysan il y a des siècles sur une île de la Méditerranée. Numéro 10, les évangiles gnostiques. En 1945, un humble paysan égyptien nommé Muhammad Ali Al-Saman fit l'une des découvertes religieuses les plus surprenantes et controversées de l'ère moderne. Alors qu'il creusait près de Nagamadi, il déterra un vase en argile vieux de 1400 ans qui contenait 13 mystérieux livres de papyrus reliés en cuir.
Ces textes fragiles contenaient 52 écrits qui allaient être connus sous le nom d'évangiles gnostiques. Les évangiles gnostiques différaient radicalement des écritures chrétiennes traditionnelles. Ils contenaient des paroles attribuées à Jésus, ainsi que des dialogues et des discours offrant des perspectives peu orthodoxes sur les enseignements de Jésus, la nature de Dieu, la spiritualité et la résurrection. Ces textes variés reflètent les croyances des premiers groupes chrétiens dissidents, connus sous le nom d'agnostiques, qui mettaient l'accent sur la connaissance spirituelle plutôt que sur la foi. Depuis leur découverte, les évangiles gnostiques fascinent chercheurs et lecteurs. Ils offrent un aperçu du large éventail de croyances qui existaient dans le christianisme primitif. Les évangiles suggèrent que les premiers chrétiens avaient des opinions radicalement différentes sur la théologie et le culte, avant que l'Église romaine n'établisse l'orthodoxie. Enfouis pendant des siècles, les codex de Nag Hammadi révèlent un christianisme à la fois familier et étrange, lié à des traditions connues, mais aussi étonnamment détachées. Longtemps cachés, ces textes nous rappellent à quel point nous savons peu de choses sur les premiers chrétiens et les origines de la foi telle que nous la connaissons aujourd'hui. Numéro 9. La peinture rupestre de Lascaux. La grotte de Lascaux, en France, abrite l'une des œuvres d'art préhistoriques les plus importantes au monde. Une vaste scène d'animaux et de symboles orne ses murs et ses plafonds intérieurs. Mais ce chef-d'œuvre de l'âge de pierre est resté caché jusqu'en 1940, lorsque le hasard est intervenu grâce à un enfant et son chien. En septembre 1940, Marcel Ravida, âgé de 18 ans, se promenait près de Lascaux lorsque son chien est tombé dans un trou. À l'intérieur, Marcel a découvert un réseau de grottes oubliées depuis longtemps, ornées de centaines de peintures d'animaux éclatantes, dont l'ancienneté est estimée à plus de 17 000 ans. Les archéologues ont ensuite confirmé que ces œuvres dataient du début de la période magdalénienne de la préhistoire, ce qui en faisait certaines des peintures les plus anciennes jamais découvertes. Lascaux compte plus de 600 peintures d'animaux et de symboles. Ils utilisaient des pigments fabriqués à partir de minéraux et de charbon, et soufflaient le pigment à travers des os creux pour réaliser les contours et les ombrages. Les œuvres rupestres utilisaient les contours naturels de la pierre pour créer du mouvement chez les animaux. Quelle était la signification de ces images pour leurs créateurs préhistoriques? Nous ne pouvons que spéculer sur leur symbolisme. Réalisée il y a si longtemps, la redécouverte de la grotte de Lascaux a été l'une des découvertes les plus passionnantes de l'archéologie du XXe siècle. Mais, malheureusement, les peintures ont été endommagées par le dioxyde de carbone et l'humidité apportée par les visiteurs. L'accès est désormais restreint, mais des répliques fidèles permettent au public de continuer à ressentir la magie et le mystère de Lascaux. Tout cela grâce à un enfant curieux et à son compagnon à quatre pattes, qui ont littéralement trébuché sur l'histoire il y a tant d'années. Numéro 8. La grotte Mouville. En 1986, près de Mangalia, un homme inspectait les sites potentiels pour une centrale électrique lorsqu'il est tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Un trésor caché de vie totalement isolé du monde extérieur depuis plus de 5 millions d'années. Ce qu'il a découvert par hasard, c'était la grotte Mouville, un écosystème venu d'un autre monde qui prospérait dans un isolement total, au plus profond du sous-sol. À 30 mètres de profondeur, l'homme est descendu dans l'obscurité, s'attendant à trouver une caverne vide. Mais, de façon surprenante, l'air était rempli de milliers d'araignées blanches, de 1000 pattes et d'autres invertébrés qui avaient évolué totalement isolés du reste de la planète. Dans ce royaume souterrain étrange, la vie ne se nourrit pas de la lumière du soleil par la photosynthèse, mais de la chimiosynthèse de microbes qui produisent des composés organiques à partir de minéraux et de dioxyde de carbone. Les scientifiques qui ont exploré la grotte Mouville ont découvert 48 espèces vivantes dans ces tunnels, dont 33 incroyables qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Privées de lumière pendant des éons, de nombreuses espèces ont perdu la vue et leur coloration. Ces formes de vie uniques représentent une capsule temporelle sans précédent d'un passé évolutif ancien. Les microbes de la grotte Mouville pourraient refléter les conditions de la Terre primitive avant l'apparition des organismes photosynthétiques. Numéro 7. Les sphères de pierre du Costa Rica. Dans les années 1930, des ouvriers qui défrichaient la jungle du delta de Sayou pour y planter des bananes sont tombés sur une découverte déconcertante, des dizaines d'énormes sphères de pierre parfaitement sculptées. La plus grande mesurait plus de 2 mètres de diamètre et pesait la somme impressionnante de 16 tonnes. Cependant,
la finalité et l'origine des sphères de pierre du Costa Rica, connues sous le nom de Las Bolas, restent un mystère. Ces sphères, taillées dans la granodiorite, varient en taille de quelques centimètres à plus de 2 mètres. Certaines sont si parfaitement sphériques qu'elles frôlent la perfection mathématique. Bien qu'il existe de nombreuses théories sur la finalité de ces sphères, allant de symboles de pouvoir à des outils de navigation ou des créations artistiques, les archéologues débattent encore de leur origine. On ne sait pas avec certitude si elles ont été créées par les ancêtres des Baru Catariques ou des Jimi, peuples autochtones du Costa Rica. De plus, la manière dont ces sphères ont été façonnées demeure une énigme. Étant donné leur taille et leur précision, on pense qu'un immense effort et un grand savoir-faire ont été nécessaires pendant des siècles, surtout si l'on considère l'absence d'outils en métal dans l'Amérique précolombienne. Malgré leur perfection fascinante, on sait très peu de choses sur la civilisation qui les entourait et qui les a découvertes dans la jungle. Ces sphères perdues dans le temps témoignent de la façon dont l'ingéniosité humaine peut s'évanouir, ne laissant derrière elle que des merveilles silencieuses comme Nebola. Numéro 6, le trésor de Oxne. Le 16 novembre 1992, un homme nommé Eric Mouse est parti avec son fidèle détecteur de métaux dans un champ près du village de Oxne, dans le Suffolk, en Angleterre. Il espérait retrouver un marteau perdu par un ami, mais à la place, le détecteur de métaux de Laos a découvert ce jour-là quelque chose de bien plus spectaculaire, la plus grande cache de trésors de la fin de l'époque romaine jamais découverte en Grande-Bretagne, aujourd'hui connue sous le nom de trésor de Oxne. À seulement un demi-mètre sous terre, se trouvait une collection hallucinante de 14 800 pièces d'or, d'argent et de bronze, accompagnée de 200 coupes et cuillères en argent étincelant ainsi que de magnifiques bijoux. Cet impressionnant ensemble de parures romaines des 4e et vieux siècles met en valeur la salière impératrice en ivoire et or finement sculptée, ainsi que le médaillon de Oxne, qui représente Valentinia et Théodose. Ces objets remarquables étaient enfouis dans un ancien coffre en bois sculpté à la main. Ce coffre était grand et décoré de motifs et de détails minutieux. À l'intérieur du coffre se trouvaient de précieux trésors aux histoires fascinantes et mystérieuses, devenues une légende transmise de génération en génération. Leur découverte a révélé des trésors longtemps restés cachés. Aujourd'hui détériorés, les experts pensent qu'ils représentaient les réserves cachées du riche propriétaire durant les périodes instables, alors que la domination romaine touchait à sa fin. Redécouvert après plus de 1400 ans, le trésor de Oxne offre un aperçu extraordinaire des dernières années de la Grande-Bretagne romaine, à l'aube du Moyen-Âge. Et tout cela grâce à un coup de chance et à un homme muni d'un détecteur de métaux qui cherchait quelque chose de totalement différent. Numéro 5, les voûtes d'Édimbourg, la ville souterraine. Dans les années 1980, à Édimbourg, le constructeur Norrie Rowan effectuait des travaux de rénovation dans une résidence lorsqu'il a, par inadvertance, brisé une dalle de béton. Mais au lieu de trouver des tuyaux et de la terre en dessous, il découvrit un espace sombre et caverneux, enveloppé de siècles de poussière. Rowan venait de mettre au jour un portail vers une partie oubliée de l'histoire d'Édimbourg, ses voûtes souterraines cachées. À partir du XVIIIe siècle, une série de voûtes en arc ont été construites sous le pont sud de la capitale écossaise, servant d'entrepôt et d'atelier pour les commerçants. Mais à mesure que la ville grandissait et s'étendait, les voûtes claustrophobes autrefois utilisées et habitées furent murées et abandonnées, tombant dans l'oubli. Tout au long du XXe siècle, leur existence devint une rumeur mystérieuse que l'on ne murmurait qu'à voix basse. Cependant, la redécouverte inattendue et accidentelle de Rowan a sans aucun doute ouvert une fenêtre fascinante sur ce monde souterrain intrigant et énigmatique perdu, révélant ainsi une histoire longtemps cachée qui mérite d'être explorée et comprise dans toute son ampleur. Aujourd'hui, des visites guidées emmènent les visiteurs dans ces voûtes humides et inquiétantes afin de les découvrir de première main. Aujourd'hui, elles n'abritent plus que des toiles d'araignées et des histoires de fantômes, ces sombres chambres forment un labyrinthe souterrain inquiétant, figé dans le temps. La découverte fortuite de Rowan fut un catalyseur pour retrouver un chapitre oublié de l'histoire d'Édimbourg. Il ne reste plus qu'à imaginer quels autres lieux engloutis attendent encore une découverte accidentelle. Numéro 4, la gorge d'Olduvai, le berceau de l'humanité. Au début du XXe siècle, l'entomologiste allemand Wilhelm Katwackel se rendit en Tanzanie dans l'espoir d'étudier les papillons d'Afrique de l'Est.
mais un heureux hasard le mena jusqu'à la gorge d'Olduvai, où il aperçut d'antiques outils en pierre disséminés sur le sol aride. Un modeste accident qui a déclenché l'étude des origines humaines. Ce sont ces outils grossiers olduvaiens qui ont conduit Marie et Louis Leakey à leur découverte révolutionnaire de fossiles reliant la gorge à nos premiers ancêtres. Nommée d'après le mot Maasai désignant les plantes épineuses sansevieria qui y poussent, la gorge d'Olduvai s'est révélée être une véritable mine d'or paléontologique. Les fouilles ont mis au jour des fossiles d'hominidés et des artefacts en pierre datant de plus de 2 millions d'années. Les plus remarquables étaient des restes de Paranthropus boisés et d'Homo habilis, anciens cousins et possibles ancêtres des humains modernes. Olduvai a révélé une occupation continue par les premiers humains, avec des preuves de chasse, de cueillette et de carognage au fil des éons, par un curieux hasard du destin. Le retour de Katwakel dans la gorge d'Olduvai a ouvert la voie à la compréhension des racines profondes de l'humanité dans cette région de l'Afrique de l'Est. Ces générations d'hominidés ont prospéré et évolué bien avant que notre espèce ne foule la Terre. Cela n'a fait que renforcer l'idée que quelque chose d'aussi anodin que le battement d'ailes d'un papillon pouvait finir par remodeler la trajectoire du savoir humain. Numéro 3. Fossiles de dinosaures. En 2017, un homme de Pombal, au Portugal, a fait une découverte accidentelle étonnante dans son propre jardin. Alors qu'il effectuait des travaux sur sa propriété, il a remarqué d'étranges fragments d'os qui sortaient de la terre, au lieu d'une ancienne sépulture. Les os se sont avérés être un fossile de dinosaure vieux de 150 millions d'années. Le squelette était enfermé dans de la roche sédimentaire du Jurassique supérieur, ce qui suggère une ancienneté impressionnante de 150 millions d'années. Au fur et à mesure que les perteuses déterraient davantage de restes, la taille gigantesque des os indiquait qu'il s'agissait d'une créature énorme d'environ 12 mètres de haut et 12 mètres de long. Sa taille était comparable à celle de l'actuelle baleine bleue, le plus grand animal vivant. Les paléontologues ont identifié le squelette comme étant celui d'un sauropode brachiosauridé, un dinosaure herbivore connu pour son cou et sa queue extrêmement longs. De plus, ce fossile découvert dans un jardin a suscité un grand intérêt au sein de la communauté scientifique, car il est considéré comme le plus grand squelette de dinosaure jamais trouvé en Europe, ce qui représente une découverte majeure pour l'étude de la paléontologie dans la région. Cette découverte a provoqué un véritable engouement dans les médias et a captivé l'attention du grand public, certains allant même jusqu'à la comparer au célèbre parc jurassique. C'était un véritable jardin jurassique dans la vie réelle. Qui aurait pu imaginer qu'un simple projet de construction mettrait au jour une créature ayant vécu il y a des éons? Cela prouve que les grandes découvertes se trouvent souvent dans les endroits les plus inattendus. Numéro 2. Trésor englouti. En 1982, Mehmet Sakir, un jeune Turc de 13 ans qui plongeait à la recherche d'éponges au large du Luburin, découvrit soudain un tas de galettes métalliques munies d'anses au fond de la mer. Il remonta rapidement à la surface et signala sa découverte insolite aux autorités. Mehmet avait trouvé des lingots de cuivre anciens dans l'épave d'un navire millénaire. Les archéologues ont mis 10 ans et effectué plus de 22 000 plongées pour fouiller le site. Ils ont découvert une épave du Luburin datant de la fin de l'âge du bronze, qui a sombré vers 1350 avant Jésus-Christ. Transportant une précieuse cargaison de 20 tonnes, ce navire de 52 mètres aurait voyagé de Chypre ou du Levant jusqu'en Grèce. Il contenait des trésors dignes d'une rançon royale, dont 10 tonnes de lingots de cuivre et des objets exotiques comme des dents d'hippopotame, des défenses d'éléphants, des bijoux précieux et un spectaculaire masque funéraire en or. Cette épave offre aux archéologues un aperçu fascinant du commerce et de la richesse à la fin de l'âge du bronze. De plus, cette découverte archéologique nous permet de mieux comprendre la vie quotidienne et les pratiques commerciales des civilisations anciennes. La diversité des objets retrouvés dans l'épave témoigne de l'immense réseau commercial qui existait à cette époque et nous donne une idée des luxes et des excentricités appréciées par les personnes de haut rang. De même, le masque funéraire en or est un exemple impressionnant de l'art et de l'artisanat de l'époque, démontrant le talent et la maîtrise des anciens artisans. Et dire qu'il aurait pu rester caché à jamais au fond de la mer si ce n'était grâce à un adolescent plongeur d'éponge. Numéro 1. La pierre de Rosec. En 1799, l'une des découvertes archéologiques les plus marquantes de l'histoire a vu le jour, la pierre de Rosette.
Cette dalle de pierre gravée a été découverte par des soldats français qui rénovaient un fort près de la ville de Rachid, dans le delta du Nil. À ce moment-là, les troupes ignoraient qu'elle venait de tomber sur la clé permettant de déchiffrer le nom d'Antique. La pierre de Rosette date de l'an 196 avant Jésus-Christ et présente des textes identiques écrits en deux langues, l'égyptien et le grec. Alors que le grec pouvait être lu, l'égyptien était écrit en mystérieux hiéroglyphes, dont la signification s'était perdue pendant plus de 1000 ans. Comme les textes grecs et hiéroglyphiques étaient identiques, les érudits ont enfin pu traduire les hiéroglyphes énigmatiques en les comparant aux grecs, déjà connus. La capacité de lire les hiéroglyphes a révolutionné l'archéologie et l'égyptologie, dévoilant des siècles de mystères accumulés dans les temples et les artefacts. Elle a permis la compréhension moderne des pharaons, des prêtres et des scribes, ressuscitant les voies de l'Égypte ancienne. Après des années de silence, aujourd'hui la pierre de Rosette est exposée fièrement au British Museum, où des millions de personnes viennent admirer cet objet emblématique. Cependant, comme c'est le cas pour de nombreux artefacts égyptiens en Europe, les demandes persistent pour qu'elle retourne dans son pays d'origine. Où qu'elle finisse, la pierre de Rosette sera à jamais reconnue pour son rôle essentiel dans le déchiffrement du code de l'Égypte ancienne. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.